8 janvier 1996, c'était il y a 20 ans. Eh bien, il y a 20 ans, François Mitterrand disparaissait, le président de la République, ancien président de la République, puisqu'il a présidé la France pendant 14 ans et il venait de quitter quelques mois avant le pouvoir, l'Élysée. Eh bien, c'est avec quelqu'un qui le connaît très bien ce matin qu'on va parler justement de cette commémoration, qui est Jean-Louis Bianco et qui a écrit il y a quelques semaines « Mes années avec Mitterrand chez Fayard ». Qui est président de l'Observatoire de la laïcité aujourd'hui. Bonjour Jean-Louis Bianco. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, 2 ou 3 questions quand même d'actualité qui vous concernent d'ailleurs aussi. Pour ou contre la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux nés en France? Alors, je vais vous répondre, mais avant de répondre, je vais vous dire ce qui me paraît important. Cette question-là, curieusement, même si elle est dans le débat public, ne me paraît pas centrale. La question centrale, c'est de quoi a-t-on besoin pour protéger les Français? Dans les demandes de sécurité, technique, de la police, de la gendarmerie, se protéger. Et la question qui va avec, qui n'est pas commode, c'est et comment fait-on pour garantir quand même les libertés, pour le pouvoir du juge, le pouvoir du Parlement? C'est ça la question centrale qui se pose à toutes les démocraties. Quelles mesures de protection exceptionnelles il faut adopter, et il faut en adopter, et quelles garanties sur les libertés? Donc, la proportion prise par ce débat sur la déchéance de nationalité me paraît tout à fait... Elle occulte le reste. Elle occulte le reste. Que, par exemple, la loi sur la réforme, enfin le projet sur la réforme de procédure est beaucoup plus important. Bon, très bien. Cela dit, moi, ce que je vois quand même, alors, on n'est pas obligé de suivre les sondages, mais que 80 à 90% des Français trouvent que c'est normal, y compris des socialistes, y compris des écologistes, y compris des gens du front de gauche. Donc, il faut essayer de trouver une solution. Alors, est-ce que c'est l'indignité nationale ou autre chose? Qui ne fasse pas 2 catégories de Français. C'est le petit-fils de 4 grands-parents d'origine étrangère qui parle. Mais moi, au risque de choquer un certain nombre de mes amis, la mesure par principe ne me choque pas tant que cela. Pour dire les choses très, très brutalement, ça existe déjà pour les binationaux, les gens qui ont acquis la nationalité par naturalisation. Autant que je sache, on n'a pas fait un drame absolu. Alors, Christiane Taubira, elle est embarrassée avec cette histoire. Est-ce qu'elle peut rester au gouvernement? Oui, Ah oui, vous trouvez? Oui, parce qu'elle a quand même... Alors, quand vous étiez aux affaires, enfin que vous étiez proche du gouvernement, et au gouvernement, on avait davantage de panache, ça fermait sa gueule ou ça partait. Oui, ça c'était la formule de Chevènement. Non, je crois qu'elle n'aime pas cette réforme, elle l'a dit, mais elle est prête à l'appliquer. Donc à partir du moment où elle se range à l'application de la réforme... C'est possible ça, vous qui connaissez bien quand même. Ah ben oui, vous savez, Chevènement par exemple... Vous avez fait des choses, vous, contre vos convictions quand vous étiez ministre, rien de très important contre mes convictions. Mais Chevènement, par exemple, il était contre la guerre du Golfe, la première guerre contre Saddam Hussein. Il l'a dit 3 fois au président de la République. 3 fois, il a proposé sa démission. 3 fois, François Mitterrand a dit non, pas maintenant. Il a appliqué loyalement. Il a préparé cette guerre qu'il ne voulait pas. Et quand ça a été possible, François Mitterrand lui a dit maintenant, vous pouvez partir. D'accord. Ça a changé la politique aujourd'hui quand même. Bien sûr. Alors on va parler de mes années avec François Mitterrand. Donc on va parler de Mitterrand. Je ne sais pas si vous avez lu Le Figaro ce matin, Philippe Alexandre, qui était un chroniqueur plutôt caustique. Qui reste toujours aussi caustique et pugnace. Voilà, c'était pas un homme d'État. Vous n'allez pas me dire la même chose, vous? Non, bien sûr que non. Moi, j'aime bien Philippe Alexandre, qui est quelqu'un de grand journaliste, drôle, caustique, etc., qui a eu des relations, d'ailleurs, pas si mauvaises que ça avec Mitterrand par moment, parce que je pense qu'il y avait une espèce, alors il dit que non, mais de fascination réciproque. C'était évidemment un homme d'État. Quelqu'un, il faut quand même le rappeler, qui passe 23 ans dans l'opposition, au moment où le général de Gaulle revient au pouvoir en 58, qui, seul ou presque avec Mendès France, s'oppose à cette prise de pouvoir, qui fait le choix de rester dans l'opposition jusqu'au jour où il peut gagner l'élection présidentielle. Pour moi, c'est le signe d'un homme d'État. Quelqu'un qui, depuis sa jeunesse et pour l'Europe, qui sort l'Europe de tous les contentieux qu'on avait. On en avait 17. Trouver l'accord avec Mme Thatcher, qui voulait son chèque. Faire une coopération comme on n'a jamais eu entre Français et Allemands, entre lui et Kohl. Tirer parti de l'unité allemande pour faire une nouvelle étape qui va aboutir à l'euro. Ça, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État socialiste? Oui, socialiste. Socialiste converti, dit Philippe Alexandre. Oui, je suis d'accord avec lui. C'est plus dangereux, il dit. Socialiste par acquisition, comme on dit pour la nationalité. Les socialistes. Il dit que c'est plus dangereux, j'en sais rien. Et bon, moi, je veux dire que quand je regarde aussi des gens de ma génération, des générations suivantes, j'aime mieux les gens qui passent de droite à gauche que les gens qui sont de gauche dans leur jeunesse et qui passent à droite ensuite. Je trouve qu'il vaut mieux faire. En plus, il a été quoi? Il a été nationaliste, patriotique. Si on se replace dans les années 30, bon, moi, il me semble que... Nationaliste ou patriotique? Ou patriote? Plutôt patriote. Mais il me semble que le système de la Troisième République,
corrompu, au bout de course, où on est communiste, où on est patriote. Et d'ailleurs, même le général de Gaulle avait des sympathies pour le colonel de Larocque. Bon. Après, Vichy, il a eu la Francisque, il a eu tort de le cacher. N'empêche que le général de Gaulle l'a choisi. Il a eu tort de le cacher. Oui. Et il a eu tort de continuer une amitié avec René Bousquet. Je le pense aussi. En tout cas, à la date. Vous l'avez croisé, vous, Bousquet? Non, jamais. Non, mais à la date où on savait tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bousquet a été acquitté par la Haute Cour de justice en 1947. Bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'il a très probablement, c'est l'avis des historiens, sauvé la vie de Mitterrand. Donc on ne savait pas la totalité de son rôle. Mais il y a un moment où je pense qu'il a eu tort. Alors, vous êtes un Européen convaincu. Il y a une question que je voudrais vous poser, parce qu'il y a là-dessus. On répète à l'envi que Mitterrand n'avait pas vu venir la réunification de l'Allemagne, peut-être, mais qu'en tous les cas, il n'était pas le seul, il était contre. Non, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Qu'est-ce que vous dites je vous renvoie pas seulement à mon témoignage ou à celui d'Hubert Védrine, qui m'a succédé à l'Élysée comme secrétaire général, mais aux travaux des historiens. D'abord, il est établi, il est clair, que dès 1981, quand il reçoit le chancelier Schmitt, qui était en fin de parcours, si je puis dire, avant que Kohl lui succède, à Latch, il lui dit, d'ici 15 ans, on verra la chute de l'Union soviétique et la réunification de l'Allemagne. Donc s'il y a quelqu'un qui l'avait vu venir de manière étonnante... Qui dit ça, c'est Schmitt ou c'est Mitterrand à Schmitt. Deuxièmement, ça aurait été stupide d'être contre. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, il a dit c'est légitime, c'est une bonne nouvelle pour les Allemands, il l'a dit 50 fois en public et en privé. Il faut que ça se passe démocratiquement et pacifiquement. Il ne faut pas qu'on déclenche une guerre en Europe. Donc, c'est pas vrai de dire qu'il était... C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il n'était pas comme Mauriac, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Après, bien entendu, chacun cherche tirer Mitterrand de son côté, mais c'est totalement faux. Ses propos publics et privés le prouvent. Et la seule chose, c'est qu'il voulait que Kohl reconnaisse la frontière avec la Pologne, la frontière Oder-Neisse. Et Kohl a mis du temps à le faire parce que c'était difficile pour lui. Mais il l'a fait. Cynique, florentin, manipulateur, c'est vrai ça? Habile, très bon tacticien. Ouais. Cynique, je ne crois pas, parce qu'encore une fois, il avait des valeurs. Il est de gauche par un sentiment qu'on peut aussi avoir à droite, la lutte contre l'injustice, la lutte contre les privilèges. Et ça, c'est ce qui a guidé sa vie avec l'Europe. Bon, vous avez été combien? 8 ans? 9 ans. 9 ans, secrétaire général, après vous avez été ministre. Quel est le moment, pendant vos fonctions de secrétaire général, que vous retiendrez? Enfin, celui qui domine tout le reste, le moment... C'est le choix de rester dans le système monétaire européen. On n'avait pas encore l'euro en 1983. Le franc est attaqué. Il ne faut pas oublier que la gauche avait hérité d'une inflation à 14% sous le mandat précédent de M. Giscard d'Estaing. La France est attaquée, le franc est en difficulté, et un certain nombre de gens disent, si on veut faire notre programme socialiste, affranchissons-nous des contraintes européennes, sortons du système monétaire européen. Il y a un débat très vif où les plus proches de François Mitterrand prennent des positions divergentes. Et François Mitterrand considère, après avoir beaucoup conseillé, et sans doute une des fois où il a hésité, beaucoup écouté ses conseillers, beaucoup écouté les ministres, considère que si on sort du système monétaire européen, ce serait pire, parce que là, on aurait des contraintes. C'est un peu comme le problème de sortie de la Grèce. Des contraintes, on devrait payer beaucoup plus cher, on serait beaucoup plus sous suspicion, mais surtout, on rend impossible la construction européenne. Et là, c'était le moment il a choisi le moment où il dit « je reste dans le système monétaire européen parce que je veux construire l'Europe ». Et c'est un moment qui était intense pour vous? C'est un moment intense. On a discuté pendant des semaines et des mois. Vous étiez de quel bord, vous? Moi, j'étais pour rester dans le système monétaire européen, comme Jacques Attali, comme Elisabeth Guigou, comme Delors. D'accord. Par contre, Chevènement, Bérégovoy et pendant un certain temps Fabius, mais Fabius a rejoint cette position avant la décision du président. Vous êtes nostalgique de cette période. Vous écrivez à la fin de votre livre... J'aime pas ce monde, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les tweets, l'information continue, tout ça. Il y a de la nostalgie? Il y a une nostalgie, mais une nostalgie, comment dire, qui est pas triste, qui est que c'est la chance d'avoir été dans une époque formidable avec un grand homme et d'avoir vécu un moment où la politique pouvait peut-être plus facilement se manifester, où on n'était pas totalement soumis à une mondialisation débridée, où on avait un peu plus de temps par rapport à la pression médiatique. Cela dit, on reste toujours libre. De se détacher de la pression médiatique et, comme disait François Mitterrand, de donner du temps au temps. Voilà. Est-ce qu'il y a une correspondance à établir entre François Hollande et François Mitterrand? C'est la grande question, le grand jeu d'aujourd'hui. Alors, ils sont très différents, ils sont de cultures différentes, ils sont de générations différentes, tout ça va bien. Vous connaissez bien les deux? Oui, bien sûr, puisque François Hollande était avec Ségolène Royal dans la petite équipe autour de François Mitterrand quand je suis arrivé à l'Élysée, sous la direction de Jacques Attali à l'époque. Il y a 2 points communs en tout cas. Le premier, je sais que d'ailleurs vous avez fait 10 points communs, 10 différences, j'ai vu ça. Le premier, c'est le goût du secret et le sens du secret. François Hollande est convivial, est chaleureux, est souriant, aime bien plaisanter.
Et il acquiesce, ou il semble acquiescer à ce que lui dit cet interlocuteur. Mais quand vous regardez, en fait, il garde sa décision pour lui. Et il la prend quand il le veut, et parfois sans annoncer beaucoup à son entourage. Et je crois qu'il est là-dessus assez semblable à François Mitterrand. Je crois qu'aussi dans la Ve République, avec une espèce de monarque présidentiel, le pouvoir a besoin de cela. Et puis le second, c'est qu'il a, à travers la Corrèze, jeune auditeur, il ose aller affronter Jacques Chirac, à l'époque très, très puissant en Corrèze. Il a cet enracinement provincial, pas de même nature historique que Mitterrand, mais ça compte pour lui. La Corrèze, c'est aussi une référence, comme l'était la Nièvre, par exemple, pour le président Mitterrand. D'accord. Vous êtes du dîner ce soir à l'Élysée? Oui. D'accord. Vous serez combien? Oh, beaucoup, je pense. Beaucoup. L'Observatoire de la laïcité, vous êtes pas mal critiqué quand même. Hein. Ça dépend. La fonction même de cet observatoire, dans la presse, dit mais bon, c'est bizarre. Non, moi je crois pas, parce que... Les gens trouvent que vous ne prenez pas assez... Enfin, que l'Observatoire de la laïcité fait trop de la part belle aux différences, finalement. C'est un mauvais procès fait par des intégristes de la laïcité. D'accord. Des gens pour qui la laïcité... C'est qui les intégristes de la laïcité ? Je ne vais pas donner de nom, chacun se reconnaîtra. Des gens pour qui la laïcité est essentiellement anti-religieuse et qui consiste à dire que tout va mal. Si on ne dit pas que tout va mal dans ce pays, alors on est mou, on a tort. La réalité, c'est que nos rapports sont votés pour la plupart d'entre eux à l'unanimité. Ça veut dire que les ministres suivent nos recommandations. Ça veut dire que sur le terrain où je suis 2 ou 3 fois par semaine, les gens nous disent merci pour le travail que vous faites, pour dire il y a des difficultés, comment le droit permet de les résoudre et comment des bonnes pratiques permettent à la fois d'avoir de la fermeté, d'avoir de l'intelligence dans l'application de cette laïcité. Et je vous assure qu'en dépit de ce petit bruit parisien et médiatique, l'Observatoire de la laïcité est plébiscité partout en province, chez les élus, chez les travailleurs sociaux, chez les managers, chez les syndicalistes. Que pensez-vous de la proposition de Roger Gérard Schwarzenberg, qui est un député radical qui propose qu'on ajoute à la devise de la nation, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, le mot de laïcité? On pourrait le faire. Moi-même, j'ai inauguré dans mon département une plaque qui était apposée à la demande à la fois de l'école, des parents d'élèves, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Donc ça ne me choque pas. D'autant que la laïcité, d'une certaine manière, elle résume la République. La liberté de croire ou de ne pas croire, l'égalité, qu'on soit croyant ou pas, et la fraternité, puisqu'on est tous citoyens et citoyennes. Mais bon, vivons comme ça, n'ajoutons pas un mot aux autres. Ça serait une complication supplémentaire, je crois que ça n'apporterait pas grand-chose. Ça n'a rien de choquant. La laïcité n'est pas en recul aujourd'hui. La laïcité n'est pas en recul, mais il faut être très vigilant, parce qu'il y a des pressions communautaristes qui sont plus fortes hier qu'aujourd'hui, et qu'il faut là-dessus se montrer ferme et intransigeant à chaque fois que le pacte républicain en fait est en danger. C'était le talk de Jean-Louis Bianco, qui a passé de nombreuses années aux côtés de François Mitterrand. Il en a fait un livre, Mes années avec Mitterrand. Il nous dit aujourd'hui, que la déchéance de nationalité telle qu'elle est envisagée, eh bien, après tout, ça ne le choque pas, puisque de toute manière, le débat essentiel, il est ailleurs, il est dans la réforme de la procédure pénale. Il nous dit une deuxième chose importante ce matin, c'est que sur la réunification de l'Allemagne, eh bien, Mitterrand n'y était absolument pas opposé, et qu'au contraire, très longtemps avant, plusieurs années avant, il en avait déjà évoqué la perspective avec quelqu'un qui s'appelait Helmut Schmidt, qui était chancelier social-démocrate d'ailleurs, de l'Allemagne de l'Ouest. Merci Jean-Louis Bianco. Merci à vous.